Samedi 1er avril 2017, bienvenue dans Actu en 7. C'est parti pour l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec notre chers invités. J'ai le plaisir d'être avec le doyen Pathé Mbodj sur le plateau. Il est journaliste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue également à notre très cher confrère Ali Fall, journaliste. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, Mamanta. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec bien sûr l'actualité politique de la semaine. Les remous notés au Parti démocratique sénégalais a soldé de l'exclusion de Farba Senghor, Pape Samba Mboup, des militants du Parti démocratique sénégalais. Alors, une décision du secrétariat national. Quelle lecture faire d'une telle situation, doyen? Je pense que, d'après la chronologie des événements, le PDS a agi envers Pape Samba et Farba Senghor comme il avait agi avec Mbaye Ndiaye. Le PDS estime être dans une situation de guerre par rapport à certains, et la collusion avec l'ennemi vaut trahison. L'ennemi, c'est une ennemie intérieure, c'est une ennemie d'ailleurs qu'il faudrait dire, c'est Aïda Mbodj pour ne pas la nommer. Et le PDS vit aujourd'hui les turpitudes de la désignation de Aïda Mbodj à la tête du groupe parlementaire. Il s'est entêté à faire de Aïda Mbodj son cheval de bataille contre Fada dans la précédente législature, tout en ayant des doutes sur la fidélité de Aïda Mbodj. Aujourd'hui, il est sûr que Aïda Mbodj, qui prend les devants en disant qu'elle serait la prochaine victime, va faire bande à part. De manière générale, je pense, le PDS vit la perte du pouvoir, mais le PDS vit aussi le fait de ne pas remplacer son équipe. On a trop vu les mêmes têtes depuis 50 ans, depuis 1974, c'est Abdoulaye Wade. Wade est parti, mais il veut diriger le parti par procuration, direct avec un secrétaire général adjoint, qui est Oumar Sarr, et indirect avec un président d'un gouvernement qu'on dit le gouvernement WhatsApp, et qui est Karim. Donc le PDS vit ces deux contradictions-là, une perte de pouvoir et une absence de leadership local qui se fait par procuration à partir de Versailles ou à partir du Qatar, et ça pose problème un peu. Ça pose problème. Alors, ce problème de leadership qui provoque donc ces remous soldés de l'exclusion de Farba Senghor et Pape Samba Mboup, comme je l'ai dit tantôt, votre lecture? Oui, merci beaucoup, Mamanta. Permettez-moi d'abord de vous saluer et de vous remercier pour cette invitation. Permettez-moi également de saluer notre aîné, donc le doyen Pathé Mbodj. Je salue également tous les téléspectateurs de Walfadjri. Donc, par rapport à cette question, je me dis que ce qui se passe aujourd'hui ne doit surprendre personne. Pour la bonne et simple raison que, depuis que le PDS a perdu le pouvoir, en réalité, les caciques du parti n'arrivent plus à se situer. Alors, il y a un chef qui est là, qui est en exil, entre guillemets, dans un pays étranger, qui n'arrive plus à gérer le parti, ou bien il le gère par procuration, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, à travers une personne qui est très contestée. Oumar Sarr est là, son leadership n'est pas reconnu par ses frères de parti. C'est ce qui a fait que les Fada, l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, entre autres, sont partis. D'abord, ils ont commencé par mettre sur pied un mouvement citoyen qui, par la suite, a migré vers un parti. Et j'estime que la saignée actuelle n'est pas prête de s'arrêter, pour la bonne et simple raison que maintenant, ils ont compris que, en réalité, Abdoulaye Wade a un agenda qui n'est plus caché, en réalité. C'est celui de son fils. Alors, il s'évertue, il s'entête à vouloir imposer son fils à la tête de ce parti, et apparemment, le fils a encore des inconditionnels qui sont là, qui sont en train de se battre pour lui alors qu'il est là-bas au Qatar. Parce que ce que les gens ne disent pas, c'est que rien ne nous dit aujourd'hui que Karim est présidentiable. Le débat ne se pose pas, en tout cas au niveau du parti. Le PDS, les responsables, ou bien certains responsables sont convaincus que Karim est présidentiable, tandis que d'autres
ont dit le contraire. La dernière fois, j'ai écouté la députée ancienne libérale qui également a mis sur pied un mouvement citoyen qui a dit que Karim n'est plus présidentiable. Mais malgré tout, il y a toujours dans le parti des gens qui s'activent, qui s'organisent, qui luttent pour préparer l'arrivée de Karim Wade. Alors, certains ont décidé de partir et il fallait le faire depuis longtemps, ceux qui l'ont compris en tout cas. Je prends l'exemple toujours de Abdoulaye Baldé, qui a été l'un des plus proches collaborateurs de Karim Wade et qui a très vite compris que il ne peut pas aller avec Karim Wade. Donc lui, il a très tôt choisi son chemin. Les autres l'ont plus ou moins suivi. Je prends l'exemple de Fada, qui l'a tardivement fait et qui devait le faire depuis très longtemps. Certains l'ont compris. Par contre, il y a d'autres qui sont là et qui veulent encore croire à la destinée de Karim Wade. C'est dommage aujourd'hui de voir que certains caciques du parti sont tout simplement sacrifiés au nom du fils. Je vous nommais Farba Senghor, je vous nommais Pape Samba Mboup, et c'est regrettable aujourd'hui de voir que ces deux personnalités politiques, qu'il faut le dire, ce sont des symboles du Parti démocratique sénégalais, qui sont partis comme ça, avec cette manière. Cela prouve que le maître à bord, qui est Abdoulaye Wade, ne se prive plus de rien pour baliser le chemin à son fils. Et il faut s'attendre à ce que d'autres têtes tombent, et je pense que la prochaine cible sera Madame Aïda Mbodj, elle-même elle le sait et elle s'y prépare, et après Aïda Mbodj d'autres encore vont tomber. En tout cas, tous ceux qui seront tentés de barrer la route à Karim Wade seront appelés à l'échafaud, et c'est vraiment dommage pour ce parti. Une mesure appliquée sur instruction de Maître Abdoulaye Wade. Dites-nous, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une régénération du Parti démocratique sénégalais? Non, il ne peut pas y avoir de régénération. Vous savez, le drame de la politique, du champ politique, c'est que ce champ est là pour 3 générations. Nous avons les mêmes têtes, et je pense que c'est un peu la bataille au niveau de l'APR, des jeunes de l'APR pour, en tout cas, les législatives. Nous avons les mêmes gens qui sont là depuis Mathusalem et qui continuent d'être là. C'est le seul champ où, comme le disait le regretté président Mamadou Dia, le militant n'a pas d'âge. Or, il faut un âge à un militant. Et comme le disait un ancien responsable du PDS, il faut reconnaître l'âge, mais cet âge doit servir à encadrer des jeunes pour leur montrer le chemin. Si aujourd'hui les partis sont en crise, c'est une crise de génération. Il y a une querelle de génération qui se pose au niveau de l'AFP de Moustapha Niasse avec Gakou, qui se vit au niveau du PS avec Khalifa et Aïssata Tall, qui se vit au niveau du PDS, parce qu'il faut changer. Il faut changer, mais pas changer en amenant le même nom, la même famille. Vous savez, moi, je dis souvent, par exemple, qu'au Gabon, les gens, pendant 100 ans, ils ne connaîtront que Bongo. Au Togo, pendant 100 ans, les populations ne connaîtront que Eyadema. Comme si, dans la compréhension de ces populations, qui ne sont heureusement pas les nôtres, il n'y a qu'un Eyadema ou un Bongo pour diriger le Gabon. Ça devient une propriété. Aujourd'hui, l'évolution et la densité au niveau des jeunes est telle que la jeunesse pense que c'est son heure. C'est pas si elle savait, comme on disait, si vieillesse, si jeunesse savait, oui. Et si vieillesse pouvait. Elle pense savoir, elle pense pouvoir. Et en regardant un peu autour de nous, on se rend compte que, bon, il y a un renouvellement vers la base du champ politique, même si les mêmes noms restent. Il faut, aujourd'hui, je pense, faire la place aux jeunes qui sont majoritaires, qui sont beaucoup plus intelligents que nous l'étions, toute proportion gardée à leur âge, et qui piaffent d'impatience d'en découdre entre nous. Notre rôle aurait dû être, notre rôle social en tout cas, pas politique, aurait dû être
de les encadrer, de les conseiller et pour leur laisser l'abri de coup. Mais tant que on pense au niveau d'un parti que le père fondateur doit rester, tant qu'on fait du parti une chose personnelle, je pense que comme depuis 2000, et en tout cas depuis 2010, quand on étudie un peu l'évolution de la société, il y a une certaine forme de contestation de l'ancien, il y a une certaine volonté parricide qui se fait jour, et les jeunes pensent que le père doit mourir pour qu'il vive. Une manière de baliser le terrain, d'imposer son fils ou un des fils. Alors, on ne peut pas parler de là d'une régénération du Parti démocratique sénégalais, comme je l'ai dit tantôt. Oui, en fait, le doyen l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense que parler de régénération dans les partis politiques, moi, je trouve que d'abord, ce qu'il faut régler dans les partis, c'est la démocratie interne. En réalité, tout se résume à ça. Le manque de démocratie interne fait que c'est toujours le chef qui décide et tout le monde reste derrière le chef. Les jeunes, souvent, malheureusement, c'est le constat qu'on a fait, sont relégués au triple plan, ils ne sont même pas au second, ils sont au triple plan et souvent sont laissés pour compte. Les jeunes dans les partis sont mobilisés juste quand il s'agit des grandes guerres entre guillemets, quand il s'agit de descendre dans la rue, quand il s'agit de faire des bruits, ça c'est pour les jeunes. Mais quand il s'agit d'occuper des strapontins, quand il s'agit de pouvoir gérer des Marocains, entre autres, là c'est les vieux du parti qui sont mis en avant. C'est dommage de voir que même les jeunes au niveau des partis qui ont certaines ambitions, cachées ou déclarées selon, sont très vite faits d'être cachés, ou bien s'ils ne sont pas cachés, sont châtiés. En réalité, c'est ce qu'on a vu dans certains partis, et c'est ce qui a amené que beaucoup de cadres politiques dans certains partis, très jeunes d'ailleurs, qui sont jeunes et qui ont une ambition débordante, qui ont une intelligence de pouvoir gérer le parti, ces jeunes-là sont souvent sacrifiés sous l'autel des ambitions du vieux qui est là depuis pratiquement 40 ans. Aujourd'hui, c'est regrettable de voir que les partis qui sont là, en tout cas les plus grands partis qui sont là, sont gérés par des personnalités qui sont là depuis plus de 50 ans, 40 ans pour d'autres. C'est vraiment nous, pratiquement, qui sommes si jeunes. Nous, pour le Parti socialiste, on a connu que peut-être Abdou Tanorien, c'est Tanor qu'on connaît depuis pratiquement 20 ans. Alors, à l'AFP, c'est la même chose avec Moustapha Niasse. Au PDS, c'est toujours Wade qui a les clés du parti. Bon, APR, qui est un parti plus ou moins jeune, qui n'a pas encore 10 ans, mais quand même, qui est là, incarné par, disons, un président qui est né après les indépendances, donc un parti qui a de l'espoir, de l'espérance pour les jeunes. Mais moi, j'aurais bien aimé quand même qu'on revienne un peu en arrière, comme je l'ai dit, et qu'on repose le problème de la démocratie interne. Et je pense que c'est ça, si on arrive à vraiment régler le problème, donner plus de pouvoir aux jeunes dans les partis, leur donner la possibilité de faire des choix, leur donner la possibilité de donner des grandes orientations aux partis, je pense que là, on arrivera peut-être à pouvoir changer cette génération qui est là. Mais sinon, ça reste toujours les têtes de parti qui prennent les plus grandes décisions en tout cas, et souvent les jeunes sont relégués au triple plan et sont souvent frustrés. Ce qu'ils font, c'est créer souvent des partis ou bien aller rallier d'autres partis ou tout simplement se retirer du champ politique. C'est dommage, mais c'est des réalités qui sont là, et je crois que quand même il est temps de pouvoir revoir, disons, cette population politique qui est là depuis plusieurs décennies et essayer de changer aussi bien le contenu que le contenant, espérer revivre de nouvelles choses avec de nouvelles personnalités politiques que nous jeunes apprendrons certainement à mieux connaître plutôt que ces vieux qui sont là depuis plus de 50 ans. Doyen, le Parti démocratique sénégalais qui s'est séparé avec donc de ses militants historiques, hein, ça a toujours été le cas, vous avez cité des noms tantôt, mais qui reste toujours debout. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous savez, il faut rendre justice au champ politique, parce que c'est ce champ-là qui anime la vie, qui permet par les joutes
auquel ce champ donne lieu, de démocratiser la société, de réguler. Le jeu politique est un jeu de régulation des tensions sociales. Et qu'un parti reste debout depuis, par exemple, le BPS ou BDS de Senghor, qu'un parti reste debout depuis 1974 avec le Parti démocratique sénégalais, que d'autres soient encore là, c'est parce que ces formations ont participé à un moment donné à une expression d'élargissement des libertés individuelles et collectives. Et en retour, les populations leur savent gré d'avoir aidé à pacifier par la concurrence le champ politique, le champ social. C'est ça un parti. Le parti ne meurt pas dans la tête des gens, mais le parti doit se renouveler. Le parti a une vie, comme les individus ont leur vie. Il y a une naissance, il y a une enfance, il y a une adolescence, il y a une vieillesse, il y a une mort. Vous savez, sur les 200 partis d'ici, il y a beaucoup plus de partis, parce qu'il y en a certains qui n'existent plus et d'autres qui se créent. C'est ça un peu la dynamique sociale. Le problème n'est pas d'avoir le PS. Le problème est d'avoir au PS quelqu'un qui est spécialiste de la défaite. C'est d'avoir quelqu'un qui, de 1996 à 2017, parce que à 2019, n'a conduit le parti que à la défaite. Le problème, c'est que à un certain moment, des gens disent non, il faut arrêter. Dans les régimes démocratiques, quand un secrétaire général mène la bataille et la perd, il démissionne. Quand il ne veut pas démissionner, les gens veulent le pousser à la sortie. Et c'est ça la vie d'un parti. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, par rapport donc à ce parti démocratique sénégalais qui s'est séparé de ses militants tout de même. Oui, en réalité, les gens se posent aujourd'hui la question de savoir si le parti démocratique sénégalais va sortir indemne des départs de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup. C'est la question que des gens se sont posés également dernièrement avec les départs de Souleymane Ndéné Ndiaye et de plein d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous prouve que le Parti démocratique sénégalais va pouvoir, disons, se sortir de cette impasse? Parce qu'en réalité, il s'agit d'une impasse. Parce que non seulement la crise continue, et elle n'est pas prête de s'estomper. Donc cela veut dire qu'on va vers des crises continues dans ce parti, jusqu'à ce que certaines personnalités prennent sur elles la décision de conduire le parti. Je veux dire, le conduire en se dissociant ou bien en se désolidarisant de Abdoulaye Wade. Parce qu'il arrivera un jour ou l'autre que des gens qui sont restés en tout cas dans le parti prennent leurs responsabilités. Sinon, c'est tout simplement dans le mur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Un parti politique, c'est quoi? J'aime bien leur terme quand il dit dans un parti on préfère additionner plutôt que le soustraire. Mais qu'est-ce qui arrive au Parti démocratique sénégalais depuis la perte du pouvoir? Moi, je n'ai jamais entendu que le parti est en train de se massifier. Au contraire, les gens partent, tout le monde part, parce que tout simplement ils ne se retrouvent plus autour d'une personne qu'on veut certainement leur imposer. Et les autres qui ont des ambitions ont préféré aller créer une formation politique pour donc aller disputer le suffrage national. Maintenant, on va essayer de voir, on va vers des joutes électorales. Effectivement. Je pense que ce sera le meilleur baromètre pour le Parti démocratique sénégalais. Et on verra ce dont ce parti est capable. On verra si le parti va faire des résultats, ou bien tout simplement si le parti va encore s'enfoncer dans le trou. Ce sont les prochains résultats qui vont nous le montrer, et nous attendons de voir qu'est-ce que cela va donner. Et quelles seront les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences de ces remous à l'approche de ces joutes électorales dont vous parlez? Oui, les conséquences sont déjà connues. Donc c'est en fait, je vous ai dit tout à l'heure que un parti, quand il n'additionne pas et qui préfère
disons, soustraire ou bien diminuer ses membres, et le résultat qui est là, immédiat, c'est tout simplement l'échec. C'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face. Le Parti démocratique sénégalais, tel que je le vois actuellement, à mon avis, à mon humble avis, n'a aucune chance de pouvoir se sortir de ces joutes électorales à venir. À moins qu'il y ait, je ne sais pas moi, quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, mais sinon, au rythme où vont actuellement les défections, pour ne pas dire, disons, les licenciements, entre guillemets, ce parti-là risque d'avoir de sérieux problèmes pour pouvoir s'imposer lors des prochaines élections. Doyen Pathé Mbodj, vous partagez cette analyse de Khalifa par rapport aux conséquences de cette crise? Si on parle encore du PS, c'est parce qu'au-delà d'une volonté des hommes politiques, il y a une fidélité des populations. Je vous disais tout à l'heure que par fidélité à un jeu de pacification et d'équilibre social, les populations ont quand même une certaine fidélité par rapport à certains hommes, par rapport à certaines idées, par rapport à certains combats. Et dans tous les cas, comme le dit Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques, à partir du moment où les paradigmes ne sont plus partagés par tout le monde et que les questions sont plus nombreuses que les réponses, il y a défection, il y a problème. Mais il restera toujours un noyau dur qui continuera, vaille que vaille, et le combat. Je pense que dans toutes les formations politiques que nous avons au Sénégal, même celles qui actuellement, en tout cas, mènent une vie active sur le plan politique, on peut espérer une ou deux voix et ne pas faire comme on avait fait avec Majmoud Diop en 83, où dans le bureau de vote où lui-même avait voté, où il avait voté pour lui-même, il n'avait pas de voix. Il s'étonnait qu'on n'eût pas retrouvé au moins sa voix dans l'urne. Non, je pense que les partis vont survivre. Le PS survit à Senghor, le PS survit à Diouf, le PDS va survivre à Wade. Il faut peut-être avoir la prudence de quels seront les hommes qui diront coûte que coûte, nous on reste PDS. Parce qu'il va y en avoir. Oui, il y en a qui vont partir. Mais il faut aussi tenir compte d'une autre dimension dans l'analyse. La capacité de l'État à se défendre en disloquant les autres. En tout cas, c'est une stratégie qu'on a vue. Et il était sûr, depuis l'affaire de la lutte contre l'enrichissement illicite, que la libération de Karim Wade conduirait à l'implosion du PDS. Je pense que là aussi, il y a un jeu interne au pouvoir qui consiste, et vous savez que tous ceux qui s'agitent aujourd'hui sur le départ ont un lien quelconque avec le pouvoir. Pape Samba est resté fidèle à Macky. Depuis 2008, il avait dit qu'un parti additionne et ne soustrait pas. Oui. Et il avait toujours combattu l'idée de combattre Macky Sall. Macky Sall au pouvoir, je pense que ces liens continuent. Tous ceux qui sont partis, vous connaissez l'histoire entre Aïda Mbodj et la mère de Sam Notaire, tout le monde pense que le pouvoir aussi a intérêt à dissoudre. Naturellement. Et dans la réalité, si l'AFP a connu un Gakou, si le PS connaît Aïssata, Barthélémy et Bamba Fall et Khalifa, c'est parce que s'il n'y a pas de divergence idéologique, comme dit Ousmane Tanor Dieng, il y a une divergence matérielle de proximité avec le pouvoir ou pas. Et cette proximité avec le pouvoir pose problème à certains qui décident de mener un combat à l'intérieur d'un parti, mais un combat parallèle. Donc ces partis vont rester. C'était ça votre question. Ces partis vont rester. Voilà, donc cela nous permet également de demander, de faire un commentaire sur les lendemains de ces militants historiques, Farba Senghor, Pape Samba Mboup, dans le champ politique.
Alors, en fait, j'ai entendu ce matin à la radio qu'il y a de bonnes volontés qui sont en train de s'activer en douce, donc pour que Abdoulaye Wade revienne sur sa décision. Et en même temps, j'entends quelqu'un comme Farba Senghor qui dit que lui, il n'est plus question qu'il revienne donc au PDS. De même que Pape Samba Mboup, je pense que c'est ce qu'il a dit lui également, qu'il préfère prendre sa retraite tellement il s'est senti humilié avec cette décision de Abdoulaye Wade. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment désolant que le parti en arrive à ce niveau de sanctions, surtout à l'endroit de personnes qui ont quand même plus ou moins joué de grands rôles dans ce parti-là. Alors, le lendemain de Farba Senghor, je ne saurais le dire. Lui-même, il a dit qu'il n'est pas question qu'il rejoigne donc le parti de Macky, donc que lui, il préfère faire cavalier seul. On va voir ce que cela va donner. Pape Samba Mboup, lui, je pense qu'il a déjà fait son choix, donc de se retirer de l'espace politique une bonne fois. Et puis, bon, voilà, c'est dommage en tout cas pour le PDS. En réalité, le parti de Abdoulaye Wade perd plus qu'il ne gagne de cette décision-là. Alors, c'est dommage, comme l'a dit Ali Fall, doyen. Mais les militants qui ont quitté, différents de reste quand même wadiste. Il dit qu'il a mis sur pied un mouvement d'amitié avec Wade, qui reste fidèle à Wade. Et je pense que Pape Samba aussi, le connaissant tel que je l'ai connu depuis le tout début du PDS en 1974, parce que c'était mon voisin de Kharial, chez Maman Sarata Brown, où il vivait. Je pense que son cœur, son amitié pourrait aller vers le pouvoir, mais son cœur restera fondamentalement libéral. Et donc, disons, ils auraient perdu là où peut-être certains ont réussi. Je peux citer le cas de Djiboka, le cas, non, pas le cas de Djiboka, mais le cas d'Ousmane Gom, entre autres, donc, qui ont quitté le navire libéral, qui ont su se bâtir quand même. Vous savez, moi j'ai toujours un pincement au cœur quand quelqu'un quitte une personnalité qu'il a formée, qu'il a forgée, qu'il a fait naître, qu'il a fait connaître, et pour prétendre prendre une certaine liberté. Quand on sait que, bon, en tout cas pour les personnes que vous avez citées, leur proximité avec le pouvoir est évidente. On l'a vu sous Diouf, on l'a vu sous le président. La semaine dernière, le maître Ousmane Ngom, là dont vous parlez, a conduit une délégation, par exemple, au niveau de la présidence. Le Djiboka, le lapsus que vous avez eu tout à l'heure est dans la mouvance présidentielle. Serigne Diop, je voulais dire, Serigne Diop à l'époque. Non, Serigne Diop à l'époque, bon, tout le monde sait, en 85, 88, comment ça allait. Il est et il sera de la nature du pouvoir de semer la zizanie ailleurs, de les diviser pour mieux régner. Effectivement. Le PDS l'a vécu sous Diouf et Collin. Le PDS l'a vécu quand il était même au pouvoir, parce qu'il y a des frustrations. Arriver au pouvoir, c'est se créer des ennemis, ses propres ennemis, et lutter contre son propre parti. Aujourd'hui, le pouvoir le fait. Toutes les personnes qui ont quitté Wade ont un lien direct avec le président de la République. Ça veut dire qu'il y a un prompteur, comment on dit en anglais, un prompteur, derrière les rideaux, il y a un souffleur qui leur dicte leur conduite. À partir de ce moment, en tout cas pour les populations, ces personnes ne valent pas grand-chose. Ce ne serait pas la même chose qu'un Macky Sall, par exemple. Ça n'était pas la même chose qu'un Djiboka en 96. Ça n'était pas la même chose que ceux qu'on a perçus comme des victimes. La victimisation, parce qu'en dehors du départ, il y a aussi la victimisation. Ça n'était pas la même chose qu'avec l'actuel président. Ça n'était pas la même chose qu'avec Djiboka. Que chaque fois que les populations estiment qu'il y a victime, qu'il y a tort, les populations essaient de se rattraper. Djibo l'a vu avec son groupe parlementaire, il en était le premier surpris, après 96 avec le PS.
Le président actuel l'a vérifié. Au bout de 3 ans, il est revenu et à la surprise générale, même s'il n'aime pas le terme, à la surprise générale, parce que personne, à la surprise générale, les populations en ont fait leur héros. Donc ce sont les populations qui décident de l'avenir d'un homme politique. Effectivement. Voilà, donc nous allons avancer, parler des 5 ans du régime de Macky Sall, alors décrié par certains acteurs politiques et de la société civile. Une analyse globale des 5 ans du régime de Macky Sall. Merci beaucoup. Par rapport à cette question, moi, disons que est-ce que 5 ans suffisent pour, disons, juger, faire un bilan de quelqu'un qui préside aux destinées d'un pays? Je ne sais pas, les 5 ans me paraissent plus ou moins, disons, petits, mais peut-être assez raisonnables pour pouvoir quand même faire quelque chose. Et je pense que, à mon humble avis, que les Sénégalais qui avaient décidé en 2012 de changer de président, il y en a qui sont, disons, très optimistes par rapport au président Macky Sall qui est là. Il y en a par contre d'autres qui sont plus ou moins déçus par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que il y a des avancées, il y a des progrès qui sont en train d'être faits dans certains domaines bien précis. Par contre, il y a des insuffisances par rapport à d'autres domaines. Alors, souvent, aussi bien le président Macky Sall lui-même ou bien ses souteneurs aiment souvent parler de son bilan social, entre guillemets. Souvent, il cite pas mal de programmes vraiment destinés aux populations qui font des résultats, bon an, mal an, mais quand même qui essaient de changer les choses. Et moi, vu sous cet angle déjà, je suis plus ou moins satisfait, mais j'aimerais bien voir encore plus. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui me diront que eux, ils n'ont rien vu et qu'ils restent, ils restent insatisfaits par rapport à ce qui a été fait depuis 5 ans. Mais moi, si vraiment j'avais une note certainement à donner, je donnerais peut-être un 7 sur 10 en espérant que d'ici les 2 années qui le séparent de la prochaine présidentielle, il arrivera quand même à encore faire davantage. Parce qu'il est de la nature du Sénégalais qu'il est impatient, qu'il veut toujours avoir les résultats tout de suite, qu'il ne sait pas attendre malheureusement. Mais je pense que quand même il y a des progrès qui sont en train d'être faits, si on parle honnêtement, en espérant qu'effectivement il y aura encore d'autres progrès qui vont être faits, parce que c'est pour cette raison justement qu'ils ont été élus en 2012. Alors vous êtes satisfait des 5 ans du régime? Disons, c'est un truc très mitigé. Sur le plan de la densité morale, le discours est très bon. Nous avons un président qui est d'essence de gauche, qui lutte contre quelque chose de fondamental, les inégalités sociales, l'exclusion sociale. Le discours est très beau. La démarche est très lente, parce que l'homme n'est pas libre de ses mouvements. Il est entouré de caciques qui n'ont plus rien à prouver, qui ne lui apportent rien non plus. Et à partir de ce moment, ceux qui freinent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui appuient sur l'accélérateur. Si le président veut appuyer sur l'accélérateur, il y a en lui et avec lui des gens qui n'ont pas la même perspective, qui n'ont pas la même vision. Et puis c'est un peu ça, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est le problème qu'il faudrait peut-être poser sur les coalitions. Lorsque le 27 février 2012, on s'est quitté en se donnant rendez-vous éventuellement au second tour, tout le monde pensait à tout le monde sauf à Macky Sall. Le truc de l'appui au candidat de l'opposition le mieux placé pour dégager, le tout sauf Abdou Diouf, tout sauf Abdoulaye Wade, a conduit à Macky Sall. Donc il n'y avait pas de conviction. Ils n'ont pas les mêmes dimensions. Ils n'ont pas la même perspective, ils n'ont pas la même épaisseur, ils n'ont pas les mêmes visions. La vision, disons, sociale du président est celle de la lutte contre l'exclusion.
la vision socialiste des autres est une forme d'accentuation des inégalités sociales. À partir de cette contradiction fondamentale se trouve le président, on a un bilan de Alifal. Il est mi-figue, mi-raisin, mais plus raisin que figue parce qu'il a 7 sur 10. 7 sur 10. Voilà. Donc, peut-être que le mouvement Y en a marre n'aurait pas donné cette note 7 sur 10 au chef de l'État Macky Sall, du moment où que ce mouvement annonce une manifestation le 7 avril prochain pour décrier la justice sélective, la malgouvernance de ce régime en place. Donc, en même temps, au même moment, il y a une contre-manifestation qui a été déposée par le secrétaire d'État à la communication, Yakham Mbaye, donc pour montrer les réalisations du chef de l'État. Comment analyser? Oui, en fait, en réalité, moi, ce que vraiment je déplore par rapport à ça, c'est la contre-manifestation annoncée au lendemain donc, de la manifestation annoncée de Y en a marre. En réalité, il ne faudrait pas que les gens insultent l'histoire. Y en a marre, qu'on le veuille ou pas, a eu à jouer un rôle dans ce pays. Et c'est dans son rôle de vouloir marcher. Mais ça, c'est dans notre charte fondamentale. La constitution de notre pays garantit la liberté de marche. Alors, ces gens-là qui disent qu'ils vont marcher parce qu'ils ne sont pas contents, mais ils en sont libres. Laissons-les le soin de marcher s'ils le veulent, parce qu'ils estiment que ce pourquoi le président Macky Sall a été élu en 2012 n'a pas été fait, ou bien est en train d'être fait, mais timidement, c'est dans son rôle de dire tout simplement qu'ils vont marcher. Alors, ce que je déplore, c'est que de l'autre côté, que les gens s'empressent de dire que nous également, on va marcher ce jour-là pour montrer à la face du monde que le président Macky Sall a fait des réalisations. Mais, soyons sérieux. Moi, je me dis que, de toute façon, ce sera l'autorité administrative de siffler la fin de la récréation et de prendre la décision qui s'y est. Mais pourquoi organiser une contre-manifestation le jour même où des contestataires ont choisi de faire... Non, ça dit que je pense que là, c'est juste des effets d'annonce comme ça, mais le préfet va prendre là la bonne décision. Je disais tantôt qu'il ne faut pas insulter l'histoire parce que je suis sidéré, je le dis, d'entendre des gens insulter les animateurs de Y en a marre. Des gens qui étaient pourtant avec eux hier et qui combattaient le régime de Wade. Aujourd'hui, ils vont remettre en cause la légitimité de Y en a marre. Au nom de quoi? Ils vont jusqu'à proférer des attaques au bas de la ceinture. C'est dommage et c'est regrettable. Moi, je dis que Y en a marre, quoi qu'on puisse reprocher à ce mouvement-là, il a eu à jouer un rôle important dans ce pays-là. En tout cas, moi, je fais partie de ces Sénégalais-là qui ont été plus ou moins amoureux des activités menées, des actions menées par le mouvement en 2011. J'ai été une fois à la place de l'Obélisque en tant que journaliste, citoyen d'abord de ce pays, mais j'ai accepté une fois d'aller à la place de l'Obélisque parce que j'étais séduit par le discours à l'époque de Y en a marre. Et je sais qu'il y a pas mal de Sénégalais qui étaient à la place de l'Obélisque parce que tout simplement, ils se retrouvaient dans le discours de Y en a marre. Bon, c'est pas parce que maintenant on est au pouvoir qu'on veut cracher sur ce que le mouvement a fait jusqu'à proférer des attaques, des menaces qui, à mon avis, sont tellement puériles et, excusez-moi du terme, idiotes que moi, c'est vraiment sidérant et je pense que le préfet va prendre la meilleure décision. Ils sont libres en tant que partisans du chef de l'État, eux également, d'organiser une manifestation. Mais qu'ils attendent le lendemain ou la veille de la manif de Y en a marre pour organiser la leur. Mais ils ne peuvent pas attendre que Y en a marre disent qu'ils vont marcher le 7 avril pour qu'eux également qu'ils s'engouffrent dans la brèche pour dire que nous également on va marcher le 7. Finalement, c'est de la cacophonie et je trouve même que
c'est très incorrect et c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. C'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Vous dites que l'autorité préfectorale va prendre donc la décision qu'il faut. Mais est-ce que deux manifestations peuvent avoir lieu sur un même endroit? Donc, est-ce que ce n'est pas une manière, une stratégie pour saboter peut-être? Oui, en fait, de toute façon, en tout état de cause, c'est à l'autorité administrative de prendre la décision et je pense qu'elle va prendre la bonne décision. En tout cas, c'est ce que j'attends d'elle et espérons que voilà, elle va prendre la meilleure décision, mais ce serait quand même vraiment ce serait disons ce serait vraiment injuste qu'on prive à Y'en a marre son droit de manifester, son désarroi ou bien son mécontentement s'ils éprouvent qu'ils sont mécontents. Y'en a marre qui crache sur les 5 ans du régime de Macky Sall, avec bien sûr une manifestation prévue le 7 avril, la contre-manifestation annoncée par Yakham Mbaye. Est-ce que ce n'est pas un éternel recommencement, un système politique assez, disons, mais c'est le jeu politique qui se maintient. Il y a eu des lanceurs d'alerte, il y a eu des campagnes de dénigrement contre les régimes, on l'a vu sous Diouf, on l'a vu sous Wade, et ces lanceurs d'alerte, certains, beaucoup en tout cas, ont été intégrés au pouvoir parce que Macky estimait que ces gens-là étaient mieux à côté de lui, comme ça, en leur donnant un fromage dans le bec, il éviterait de le perdre en ouvrant un peu la gueule, si vous permettez les termes. Y'en a marre faisait partie de ces lanceurs d'alerte. On vient d'organiser une manifestation au Sénégal sur la sécurité des lanceurs d'alerte. Y'en a marre estime aujourd'hui, 5 ans après, parce qu'au fond, Macky est là depuis 5 ans, il n'est pas là depuis 2 jours. Depuis 5 ans, je pense que les prémices étaient là. Ceux qui veulent marcher peuvent marcher. Il y en a qui marchent tous les jours. Il y en a à qui on interdit de marcher. Ils ont tenu une conférence pour appeler les gens le 7. Entre-temps, Yakham, pour ne pas le nommer, s'est engouffré dans la brèche et a obtenu déjà une autorisation pour occuper la place de 7. Bon, je pense que c'est un jeu politique qui se maintient. Certains pour se donner bonne conscience, parce que je pense quand même que Y'en a marre aurait pu se manifester un peu plus tôt. Je pense quand même que, bon, il y a eu quelques petits moments de flottement au niveau de Y'en a marre parce qu'il y a eu quelques petits problèmes. Le gros, ce n'est pas l'affaire Lamine Diack. Le plus gros, c'est quand Fabius est venu et avant de rencontrer les autorités politiques, est allé les voir. Moi, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères ou président de la République, je l'aurais expulsé. C'est une émission. Ça veut dire donc qu'il y a des gens dont à l'extérieur on reconnaît l'importance et qui peuvent aider certaines puissances extérieures. Maintenant, nous avons un problème intérieur. Y'en a marre qui appelle à manifester le 7 et Yakham qui a l'autorisation de manifester le 7. Il y a déjà une différence de traitement dans l'affaire. On verra d'ici le 7, parce que ça a aussi appelé aussi à manifester, comme c'est peut-être pouvoir négocier comme le fait la presse, qui attend le 3 mai pour manifester, qui pour appeler aussi à manifester. C'est-à-dire dans un mois, d'ici un mois, des choses peuvent se passer. Mais aujourd'hui, on est le 1er et le 7, c'est dans une semaine. Donc peut-être, comme dans l'affaire du PDS, des bonnes volontés vont se manifester et peut-être aussi on va avoir la paix. Mais tout ça, c'est un jeu politique qui n'engage pas les populations. Les populations répondront à l'une ou l'autre partie en fonction de leurs aspirations. Si c'est bon pour elles, elles vont y aller. Si c'est pas bon pour elles, elles n'iront pas. Donc, bien sûr. L'une des parties en a marre va s'habiller en noir, tout en noir. Donc, et appelle les populations à s'habiller. C'est ça. En fait, en réalité, c'est comme le doyen l'a dit. Moi, je ne suis pas sûr que Y'en a marre arrivera à réunir 1 million de personnes, comme ils l'ont annoncé. Bon, maintenant, on attend de voir. En tout cas, je sais que ça risque d'être un peu difficile.
Parce que moi qui certainement faisais partie des premières mobilisations avant le départ de Wade, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à aller répondre à leurs manifestations? Je n'en suis pas sûr. Et je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont comme moi, qui se retrouvent plus ou moins dans ce que le régime actuel est en train de faire. Ça va être très difficile pour eux de réunir ce monde. Mais en tout cas, encore une fois, qu'on leur laisse quand même cette liberté de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc il dénonce, ce mouvement dénonce bien sûr la justice sélective aussi. Cela nous permet de parler des affaires Bamba Fall et Khalifa Sall. Nous allons démarrer par Bamba Fall. Donc dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste, Bamba Fall avait bénéficié d'une liberté provisoire, mais juste après, avant que le parquet n'introduise le pourvoi en cassation, ce vendredi, le maire de la Médina a été admis aux urgences à l'hôpital principal. Alors, votre lecture sur ce feuilleton judiciaire qui se poursuit, doyen? Je pense que dans l'affaire Bamba Fall, dans l'affaire du PS, de manière générale, parce que parce qu'après nous allons parler de Khalifa Sall. Toutes ces affaires, c'est des affaires socialistes. Socialistes, ouais. Et dans l'affaire Bamba Fall, je pense qu'il y a pire qui se fait ailleurs. Au niveau de l'APR, par exemple, pour ne pas le nommer, on a toujours vu les gens poursuivre des gens dehors avec des briques et les massacrer. On a vu des choses qui se sont faites à Pikine quand Timbo a interdit à Sall de Mbao de venir faire des trucs. Et jamais la justice n'a été saisie. Et le procureur a dit qu'il n'y a jamais eu de plainte pour ces cas. Dans l'affaire de Fatick, il y avait plainte. Il y a eu plainte. Mais il y a eu des développements. Et le procureur n'a pas pour rôle d'attendre d'être saisi. Il doit s'autosaisir. Il peut s'autosaisir. Donc, dans tous les cas, les faits reprochés à Bamba Fall ne sont pas vérifiés. Tentative d'assassinat. Il n'y a pas eu une goutte de sang ce jour-là. On a vu les meetings de l'APR. Personne ne s'est jamais autosaisi. Et bon, là, je pense que moi, le procureur Bassirou Sall, là, Bassirou Gueye, je crois moi je dis il est plus dans les médias que dans la justice. Je pense qu'il fait plus son buzz à lui, comme on dit, parce qu'il a besoin peut-être de vivre et de manifester une présence. Mais j'estime que quand il y a liberté provisoire, la norme, le normal judiciaire, c'est la liberté. Si on accorde la liberté à un détenu, je pense que qui est notoirement connu, qui est domicilié, qui présente des garanties, je pense que Bamba Fall aurait pu sortir la semaine dernière, effectivement. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est une justice. Toutes les justices sont instrumentalisées. Toute décision prise dans le secret de son cabinet fait un heureux et fait un malheureux. On prend une décision pour et contre, en essayant de faire en sorte que le pour soit plus important que le contre. Mais là, dans la justice, comme on a dit la dernière fois que j'étais ici, on a vu que depuis les libéraux, il y a une façon d'exercer la justice qui pose problème. Qui pose problème aux gens de justice, parce que la dernière fois que moi j'étais là, il y a un membre de je ne sais quel qui est encore là, qui avait démissionné. Amidou Dème, parler du magistrat Dème. Il y a un malaise dans la justice. Ce malaise, il existe depuis que la justice existe, parce que la justice n'est pas juste. Une chose doit être, pour être juste, il faut qu'elle soit vraisemblable. Il n'y a pas de vraisemblance dans le traitement qu'il y a des dossiers de justice. Il y a des équipes. C'est comme en Côte d'Ivoire, quand on prend Gbagbo. Gbagbo était à la tête d'une équipe. C'est comme ici aussi, quand on prend des gens dans le cadre de la CREI, et quand on prend des gens dans le cadre d'une lutte, que des gens étaient avec des collègues, des collaborateurs, des confrères qui ont fait la même chose, mais qui ont muté dans leur compréhension pour être hors de cause. Les scandales, on les connaît depuis Wade. Les scandales, on en connaît actuellement. Il y en a, c'est pire encore avec l'actuel régime que sous Wade. Et le scandale, c'est que certains
sont protégés et d'autres ne le sont pas. Ça, c'est connu, c'est la justice qui est comme ça. Alors, cette affaire de saccage du Parti socialiste... Oui, en fait, moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est de voir Bamba Fall dans les liens de la détention. Bamba Fall, quand même, c'est un maire régulièrement domicilié, qui a pignon sur rue, et j'estime que le maintenir en prison depuis plusieurs semaines, à mon avis, pose problème. Alors, pour l'histoire du Parti socialiste, n'oublions pas quand même que, c'est vrai, il ne faut pas le négliger. Il y a eu une plainte du parti, donc à l'endroit de Bamba Fall et de ses co-détenus, et peut-être même d'autres personnes. Alors, la justice a estimé devoir les maintenir dans les liens de la détention, mais je pense quand même qu'on aurait pu se passer de ça. La preuve, il vient d'être évacué à l'hôpital principal pour un malaise, et quand même on aurait pu se passer de tout ça. C'est un problème interne à un parti, même si le parti a décidé de porter plainte, mais quand même on aurait pu éviter d'en arriver à ce niveau. Mais il ne faudrait pas quand même négliger également les délits pour lesquels Bamba Fall a été arrêté. Parce que si les gens l'accusent de vouloir attenter à la vie de quelqu'un, ou bien de s'organiser dans le cadre avec des malfaiteurs, entre guillemets, tout ça, c'est de lourdes charges qui pèsent sur Bamba Fall et ses co-détenus. Ça également, il ne faut pas le négliger. C'est dommage de voir qu'en tout cas, malgré le fait que la chambre d'accusation a estimé devoir lui donner une liberté provisoire, et que le parquet, le maître des poursuites, disent que non, oppose son niet en interjetant un appel. C'est vraiment dommage qu'on en arrive à cette situation. On aurait pu se passer de ça, et j'espère et j'estime encore que Bamba Fall quand même va s'en sortir beaucoup plus intelligent, entre guillemets. Je veux dire que quand on est leader dans un parti, même si on est jeune, leader dans un parti, on devrait quand même pouvoir se comporter d'une certaine façon. On ne peut pas être maire d'une commune comme Médina, incarner un certain leadership local ou même peut-être national et se comporter d'une certaine façon. Ça, c'est inacceptable. Moi, quand j'ai vu les images à la télé, j'avoue que j'ai été très choqué. Je ne suis pas de ce parti. J'ai été choqué par la tournure que ces événements-là ont eu. Et puis, je me suis dit qu'effectivement, il aurait pu y avoir des blessés. Et ce serait dommage, on allait dire tout simplement que finalement ça allait se régler autour d'une table, mais le mal serait déjà fait. Et je pense que après cet épisode-là, que personne ne lui souhaite de toute façon, il va se refaire et il va quand même savoir qu'il y a plusieurs façons de mener des combats politiques plutôt que de promouvoir la violence. Nous restons toujours dans ces affaires, donc sur ces affaires politico-judiciaires, avec bien sûr le cas Khalifa Sall, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, et les souteneurs de Khalifa Sall ont tenu d'ailleurs un point de presse la semaine dernière. C'était pour annoncer une plainte contre l'État, donc pour non-assistance à personne en danger. Selon eux, des personnes seraient mortes suite au blocage des fonds de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Est-ce que ce n'est pas une manière de fausser le débat, doyen Pathé, du moment où qu'on parle de deniers publics sur cette affaire? Non, le débat est faussé à partir du moment où une force extérieure au conseil municipal décide de la tournure des événements. Bloquer le fonctionnement d'une institution en bloquant la caisse d'avance a été, je pense, une erreur. La mairie fonctionne encore, le maire reste maire, les choses se poursuivent et comme ils ont dit, ils vont produire des reçus, ils vont produire en tout cas des documents pour démontrer que des malades, des ayants droit qui avaient entamé des cures ont été arrêtés et que ça pose des problèmes de survie. Et je pense que le maire restant maire, le conseil municipal, parce que le maire exécute les décisions du conseil municipal. Le conseil municipal avait pris une décision par rapport à un budget, que ce soit caisse d'avance ou caisse politique, en tout cas, et des opérations ont été entamées et qui sont menées. Je pense que jusqu'au moment où ce maire sera déclaré incompétent, jusqu'au moment où
une délégation spéciale peut s'abattre sur Dakar, la mairie devait fonctionner normalement. C'est ça la présomption d'innocence. Bloquer la caisse d'avance, c'est dire que Khalifa se servait de la caisse d'avance à des fins personnelles. Or, il est prouvé aujourd'hui que des ayants droit ont bénéficié de cette caisse d'avance et que ces ayants droit ne peuvent plus suivre le traitement qui leur avait été alloué et pour lequel il y a comme une rupture de contrat moral entre la mairie et ses assistés, et cette rupture est du fait du prince. Et c'est là que ça pose problème. Voilà, donc nous allons avancer avec vous, Ali Fall, par rapport à ce point de presse. Donc. Bon, en fait, moi j'avoue que je ne suis pas très convaincu. J'avoue honnêtement que quand j'ai entendu les uns et les autres parler, j'avoue que j'étais plus ou moins sceptique. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je le suis. Bon, je ne sais pas, est-ce que ces personnes-là étaient traitées à partir de la caisse d'avance? Moi, la question que je me suis posée d'emblée, c'est que il n'y a que peut-être cette caisse d'avance-là qui peut permettre de soigner certaines personnes, de venir en aide à certaines personnes. Moi, je pense que dans les mairies, quand même, il y a pas mal de budgets qui sont votés et il y a même un budget destiné aux personnes nécessiteuses. Moi, je pense que si ces budgets-là fonctionnent encore, pourquoi ne pas justement se servir de ces budgets-là et pouvoir venir en aide à ces indigents, à ces ayants droit, entre guillemets. Ce que je ne veux pas entendre, c'est qu'on nous dise que oui, parce que le maire a été emprisonné, la caisse a été fermée, entre guillemets, et que rien ne marche. Moi, j'avoue que je reste sceptique par rapport à cela. J'aurais bien aimé avoir beaucoup plus de preuves de ce qu'ils avancent. Mais à mon avis, pour une mairie qui fonctionne normalement, ça me pose problème. En tout cas, j'avoue que en tout cas, il y a anguille sous roche. Bon, si c'est le cas, c'est vraiment dommage que des gens en souffrent avec cette arrestation de Khalifa Sall. Mais en tout état de cause, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas cette grande masse silencieuse des Sénégalais, ce qui les intéresse, c'est qu'on tire au clair cette affaire de 1,8 milliard. Comment est-ce que l'argent a été utilisé? Parce qu'après tout, quand même, c'est des deniers publics. C'est notre argent à nous tous. Et j'aurais bien aimé quand même qu'on nous édifie sur l'usage de cet argent-là. Nous allons terminer avec le dernier sujet, la presse dans la rue le 3 mai prochain. Alors, c'est pour réclamer la liberté de la presse. Une certaine presse qui serait casée au palais aurait peut-être réclamé plus de liberté. Ce n'est pas paradoxal? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, les libertés, hein, vous savez, la longue marche du peuple sénégalais ne s'est pas faite par des défilés ou des appels au rassemblement. Elle s'est faite silencieusement. C'est une révolution silencieuse qui s'est faite dans les urnes et qui a permis des changements fondamentaux dans la conception de la chose et du jeu politique. Je ne pense pas que défiler donnerait plus de liberté à une presse quand elle-même n'a pas la responsabilité d'assumer sa liberté. Une liberté, ça s'assume, ça ne se négocie pas. Et c'est donner aussi la journée de la presse le 3 mai pour appeler à manifester, c'est peut-être aussi se donner le moyen de négocier entre-temps, parce que bon, tout le monde sait comment ça se passe ici. On négocie, on crie au secours pour mieux négocier. Si vous saviez par exemple que le jour de l'arrestation de Khalifa Sall, on a envoyé une grande dame auprès de sa dame pour dire que mbiru yàlla la et que de sëriñ bi borom dëkk bi bëggul woon loolu. Bon, vous savez, moi, il y a un jeu politique qui à la fin irrite les populations et c'est ce qui nous vaut justement ces alternances et ce qui semble être une démocratie, mais qui est une démocratie au rabais. Le jeu de la presse ne se passe pas dans la rue, ça se passe dans des journaux. C'est en étant responsable, c'est en démontrant sa responsabilité, c'est en démontrant son éthique, c'est en démontrant sa capacité à faire face qu'elle va se faire respecter, pas en défilant. Si elle n'est pas respectée aujourd'hui, c'est qu'elle a montré des signes. Elle a établi des faits, elle a fait des choses qui ont jeté le discrédit sur une profession que moi j'exerce depuis 40 ans et dont je suis très fier.
Ali Fall, donc voilà. Voilà, en fait, moi, je vais pas en rajouter par rapport aux commentaires du doyen Mbodj, que je respecte beaucoup. En réalité, moi, je pense que cette marche-là, elle se justifie pour plusieurs raisons. Rappelons tout simplement que depuis 2010, on a amorcé ce projet de code de la presse. Et jusqu'à présent, 7 ans après, il y a un certain flou qui est là, qui entoure ce code, qui en réalité devrait donner un nouveau souffle à la presse au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le secrétaire d'État à la communication dire que oui, les choses avancent très bien, certainement lentement, mais quand même les choses avancent et que très bientôt on devrait aboutir justement à l'adoption du code de la presse. Bon, on attend de voir, mais entre-temps, c'est des frustrations qui s'accumulent et pratiquement c'est à tous les niveaux. J'ai bien aimé le terme de Bakary Domingo Mané hier qui disait que oui, en fait, la presse au Sénégal est en train d'être tuée et en train d'être muselée. Je ne vais pas revenir sur ce que le doyen a dit, mais je le comprends un peu parce que financièrement, on a compris que maintenant c'est impossible de pratiquer ce métier au Sénégal. Je veux dire, quand je dis financièrement, c'est que les conditions ne sont plus réunies dans les rédactions pour faire du journalisme. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est une situation qui est là depuis des années. Les gens se battent et le SYNPICS, j'appartiens, avait cru nécessaire de proposer ce code de la presse. Avec d'éminentes sommités dans ce pays-là, on a réfléchi pendant des années pour le proposer. Parallèlement, on a eu à proposer une nouvelle convention collective des journalistes et techniciens. Je pense que tout ça aurait pu quand même nous aider à mieux avancer dans ce pays. Mais malheureusement, aucun de ces dossiers-là n'avance. Et entre-temps, les gens continuent de souffrir et on ne voit aucune volonté du pouvoir à aider cette presse-là. Quant à maintenant la liberté... Oui, est-ce que cette précarité peut expliquer cette absence de liberté? Oui, ça ne peut pas le justifier. Mais en réalité, moi, en tant que journaliste, je peux comprendre un peu le sens des propos de Bakary Domingo Mané. Parce que quand même, les conditions dans lesquelles on travaille dans nos rédactions sont tellement précaires que beaucoup se posent la question de savoir le lendemain de la presse au Sénégal. Parce que ça devient de plus en plus difficile. L'environnement est tellement concurrentiel déjà et les conditions actuelles ne nous permettent pas de faire du très bon journalisme. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, si on arrive à marcher, bon, la marche, c'est tout à fait symbolique, hein? C'est juste une façon d'extérioriser un mal-vivre, un spleen qui est là depuis des années. Et j'espère que le pouvoir qui est là, le régime de Macky Sall, va enfin prendre des décisions importantes pour nous permettre de protéger cette profession qui est en train d'aller dans le mur. Ça, c'est la réalité. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est dommage, c'est vraiment dommage, mais quand même, on espère qu'il y aura des progrès dans ce sens. On espère qu'on aura une oreille attentive de la part du chef de l'État pour quand même qu'on accélère ce projet de code, qu'on arrive à le voter et quand même qu'on arrive à normaliser l'exercice de cette profession. Je pense que vraiment, il est temps et tout le monde en a besoin actuellement. Voilà. Yandi, merci beaucoup à nos très chers invités. C'est la fin d'Actu en 7. Un grand merci à vous, doyen Pathé Mbodj. Merci à vous et merci à Ali. Merci également à Ali Fall. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Maman. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de choisir Walf TV pour vous informer. Merci à Oustaz Hassan Diouf, il a assuré la coordination de ce numéro. Cher Tidiane Diop était du côté de la réalisation. Grand merci à lui. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Le meilleur est à venir.